Alors là, on va bien se marrer. Dans ma vidéo sur Van Helsing, on avait parlé de cette notion de plaisir coupable, de ces films pas ouf qu'on adore et qu'on assume pas trop d'aimer en public. Mais je pense qu'il faut qu'on aille contre ça. Il faut justement assumer nos goûts, se dire que dans tous les films, il y a de la cinéphilie. Et que même si pour les gens tel ou tel film est mauvais, si on les aime, eh bien il faut le clamer haut et fort. Car c'est ça aussi, la force du cinéma. Attends, ça veut dire que tu vas parler de... Ouais, on va parler de mon plaisir coupable ultime. Oh génial, j'adore les tétons. Non, c'est pas Batman et Robin. Quoi? La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Un film déchiré par la critique, totalement renié par son auteur original et par son réalisateur, qui a complètement disparu des radars, et qui a aussi précipité la retraite de son acteur principal. Et moi je l'adore ce film, je l'aime d'amour, parce que j'ai pas lu le comics original à l'époque. Et heureusement je pense. Bah moi j'aime pas du tout. T'es qu'un menteur. Bon c'est vrai, j'aime bien aussi. Petite précision avant de commencer, j'ai pu justement rattraper le comics et franchement, en à peine quelques pages, on constate que le film s'est bien éloigné de cette version pour proposer un film formaté et pour le plus grand nombre. Le comics pue la classe sur tous les niveaux, mais je vous conseille de le lire après avoir vu le film, parce qu'il y a que comme ça que vous pourriez peut-être apprécier le film. Parce que oui, quand Stephen a accepté le projet, je pense qu'il est parti avec les meilleures intentions du monde. Mais je pense aussi qu'il était maudit, ou juste pas assez solide face au studio, ou peut-être aussi qu'il était mauvais. Enfin, moi j'ai réalisé que 3 courts-métrages dans ma vie, je vais pas juger. Stephen Norrington est un réalisateur américain qui a d'abord été spécialiste en VFX, ayant travaillé sur la saga Alien pour ne citer qu'elle, et est passé à la réalisation à la fin des années 90. Et vous connaissez pas un autre réalisateur qui était d'abord spécialiste en VFX? Oh non. Oh si. Stephen a fait un petit film plutôt sympa, Blade. Alors oui, il est cool, et si vous voulez, on pourra en parler un jour sur la chaîne. Mais ça a été très compliqué sur le tournage avec les studios et Wesley Snipes qui ont été assez casse-couilles. Ce qui a presque donné envie à Stephen d'arrêter le cinéma, mais comme Fincher, il ne faut pas s'arrêter à une première expérience douloureuse. Donc après un film indépendant en 2001, on lui donne l'opportunité de réaliser la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'était une catastrophe. Les studios ont fait n'importe quoi. C'est honteux! Ils ont voulu que le film soit PG-13, en enlevant toute la noirceur du comics original et en rajoutant des personnages, sans l'aval d'Alan Moore qui s'est désolidarisé du projet. De toute façon, ce mec, il aime aucune de ses adaptations. Donc bon, c'est pas comme si on n'était pas habitué. Le budget a été baissé juste avant le tournage, ce qui a beaucoup compliqué le processus. Et pire, pendant le tournage à Prague, il y a eu des inondations qui ont détruit les décors, faisant partir 7 millions d'un coup. Et en plus, la Fox n'a pas voulu repousser le tournage, ni renflouer les caisses. Vraiment des personnes adorables. Sans compter sur les disputes répétées entre Stephen et Sean Connery qui, après être presque arrivé aux mains avec l'acteur, poussa le réalisateur à déposer sa démission. Mais pour éviter un procès, il s'est résigné et il n'a pas participé à la tournée de presse. Donc ce film a enterré la carrière du réalisateur et du scénariste qui n'ont plus rien fait par la suite, et Sean Connery, dégoûté par les décisions des producteurs et par le bordel que ce tournage a connu, a décidé de prendre sa retraite en disant en 2011 « Ah non mais c'était un véritable cauchemar. Hein. C'est une expérience qui m'a beaucoup traumatisé. Ça m'a fait réfléchir au milieu du show business. Moi j'en ai eu marre de parler avec des crétins. Et quand je dis ça, je suis poli. Je ne remets absolument pas ton talent ni ta carrière en cause, t'as fait des films de fous et franchement, immense respect. Même Zardoz. Mais quand on refuse Matrix et Le Seigneur des Anneaux, sous prétexte qu'on ne comprend rien au script et qu'on préfère faire ce film à la place, et qu'on décide de sortir de sa retraite pour produire et prêter sa voix au premier film d'animation écossais qui est affreux, il y a eu meilleur choix à faire aussi de ton côté. Bon, en même temps, est-ce que quelqu'un a déjà compris le monologue de l'architecte, là? Construit même pas d'immeuble, le type, hein. Surtout que d'après ce que j'ai lu, Sean Connery a accepté de jouer dans le film en échange d'un gros cachet, environ 18 millions de dollars. Je vais pas tout le temps le mettre, hein. Non mais vraiment, je pense que les gens ont compris la blague. Et ce gros salaire aurait eu un impact sur le film, notamment sur le reste du casting et les VFX. Je vous fais d'ailleurs une reconstitution d'un dialogue qui a eu lieu entre Sean Connery et le réalisateur. En quoi encore? Tu veux qu'on refasse la prise? T'es payé 18 millions, je pense que tu peux la refaire, ouais. Tocard. Raclure. Cette intro est beaucoup trop longue, je suis désolé, mais c'était important de contextualiser. Et très marrant aussi de se dire qu'après tout ça, Hollywood a l'air d'avoir rien retenu de ses erreurs. Entre les décisions totalement arbitraires ou anti-artistiques, et avec des projets au budget pharaonique qui est attribué soit qu'aux acteurs, ou juste pour une question de droit ou d'impôt. Vraiment, on tombe des nues. Oh mon dieu, ça va être merveilleux. Le film s'ouvre sur une belle transition du logo de la Fox et sur un gros pavé de texte qui dit « Ouh là là, la technologie évolue, la guerre approche et on a la flemme ni le budget pour le montrer !» Puis le calme de la nuit est soudainement interrompu par un char d'assaut qui détruit tout sur son passage. Mais un policier, sans peur et sans reproche, cherche à le stopper par tous les moyens. J'étais à 2 jours de la retraite. Le chat termine sa course dans la banque de Londres et des hommes sortent de l'intérieur pour la braquer. Et je trouve cette scène bizarre.
Alors je sais pas si c'est la mise en scène qui veut ça, mais j'ai l'impression qu'ils sortent tranquillement de leur char, que les policiers ne prennent rien et se laissent totalement faire, ce qui fait que les méchants ne sont pas du tout iconisés, ni rendus intimidants. Pas besoin de les rendre intimidants vu qu'ils étaient allemands. Ils avaient de super costumes quand même, hein. Et là, le grand méchant arrive, avec son visage marqué et son regard mystérieux, sa canne et son masque. Celui qu'on appelle le fantôme doit faire partie de mon top 10 personnel des pires méchants du cinéma. Mais on y reviendra en temps voulu. Ils volent les plans d'un bâtiment encore inconnu, et transition papier journaux dégueulasse, le fantôme saccage l'Europe entière. Je veux le monde, Atripa. Je veux le monde. Évidemment. Oh pardon, j'ai mis en VF. Of course. Quelques mois plus tard au Kenya, nous voyons un agent du gouvernement britannique qui est en quête d'Alan Quatermain, célèbre chasseur aventurier littéraire créé par Henry Rider Haggard en 1885. Alan a l'air de vivre une retraite bien paisible en Afrique, et ça se ressent un petit peu vu comment Sean sous-joue. Mais l'agent du gouvernement lui implore de venir en Angleterre pour sauver le monde. Et ce que je trouve toujours marrant dans ce genre de film, c'est quand on demande au héros de venir sauver le monde, la première fois il refuse, mais après il se fait très souvent engueuler. Tu peux pas juste accepter sa décision? Vous pouvez pas juste avoir une conversation normale sans gueuler? Le monde a besoin de vous. Désolé, mon petit. Je suis trop vieux pour ces conneries. Vous n'avez pas honte de refuser l'appel de la couronne? Ah, mais donc j'ai pas le choix en fait. Mais faites pas genre, vous me laissez le choix. Le sort du monde est entre vos mains! Ah, ça va, j'ai compris, je vais le faire. La colère de Dieu va s'abattre sur Ah, j'ai compris, je vais le faire. Vous êtes dramatique. C'est ta mère qui est dramatique. Mais les hommes du fantôme font irruption pour tuer Alan. Et pour un vieux briscard, il se défend encore bien. Ou sinon ses adversaires sont nuls. Ou sinon c'est la doublure de Sean Connery qui se défend bien. Qu'on peut voir ici, ici et ici. Je sais, c'est nul de faire ça, mais de temps en temps, avouez-le, c'est rigolo, hein. Une fois le groupe vaincu sans avoir fait trop de dégâts, Alan accepte de suivre l'agent. Mais avant de partir, il pose les yeux une dernière fois sur la tombe de son... Hop, 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 hop. Une seconde. Il y a une faute d'orthographe? Je déconne pas. Il y a bien une faute d'orthographe sur le nom du personnage principal? Mais qui a laissé passer ça? Oh mais putain les gars, c'est pas cool, vous avez fait une faute d'orthographe sur la pierre tombale là. T'en fais pas, va, on a la post-prod. Un mois plus tard, Alan arrive à Londres. Oui, les voyages sont très longs à l'époque. Ce qui lui permet de faire une référence littéraire. Fais moins bien que Phileas Fogg. 80 jours pour réaliser le tour du monde. Alors au départ, j'allais me plaindre. Pour changer... Pardon. Donc au départ, j'allais me plaindre en disant que oui, le film fait plein de clins d'œil et de références. Bon déjà, c'est pas pire que Marvel. Et surtout, le comics original en fait aussi. Donc là, j'accepte. Ça va. Ils arrivent dans un repère pas si secret que ça, et se fait accueillir par M. Oui, le M de James Bond, que j'ai l'impression de reconnaître. Oh putain de merde, c'est Dracula dans Van Helsing. M lui parle de son projet de réunir une ligue de gentlemen extraordinaire pour combattre le fantôme et empêcher une guerre d'éclater. On découvre ainsi le premier d'entre eux, le capitaine Nemo, personnage créé par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Et là encore une fois, Alan et Nemo se cherchent un petit peu et se chamaillent, mais ça va, ça reste bon enfant. Mais M les interrompt presque en les engueulant. Je préférerais un titre moins provocateur. Parti, je m'en doute. Messieurs, s'il vous plaît. Ce vieux loup de mer de Alan Quatermain. Ce bon vieux Nemo, comment ça va? Ça va, je vois que monsieur a poussé à la salle. Ouais, écoute un petit peu, mais je vois que toi aussi t'es pas mal dans ton jeu. oui. Et on s'est entraîné. Mais qu'est-ce que vous branlez? L'enfer est à nos portes et vous perdez du temps! Ah, la colère de Dieu va s'abattre sur nous! Ouais, tout le monde est un peu tendu aujourd'hui. Le deuxième arrive, c'est Skinner, l'homme invisible. On est d'accord, rien à voir avec les Simpsons. Bah non. Hmm. Alors pour la faire courte, c'est l'homme invisible d'H.G. Wells qui devait apparaître. Sauf que la prod n'avait pas les droits. Donc ils ont dû réécrire le personnage. C'est con parce que c'est le seul qui ne fasse pas partie d'un univers littéraire. C'est également le plus lourd en termes d'humour et de caractère. Mais par contre, il est beaucoup trop bien fait. Ces effets spéciaux marchent toujours aussi bien aujourd'hui, je trouve ça bluffant. Et j'en profite aussi pour vous conseiller le film Invisible Man sorti en 2020 qui est très cool. Bref, revenons à nos gentlemen. La troisième personne est Mina Harker, qui apparaît dans le roman Dracula, et qui est la plus grosse différence avec le comics. Car dans l'histoire originale, c'est elle qui dirige la ligue, et qui s'occupe de tous les réunir. Et vous verrez que ça va provoquer un des plus gros problèmes du film. Et aussi sa personnalité est très différente. Mais je lui pardonne car... c'était un de mes premiers crushs d'enfance au cinéma. En même temps, t'as eu des crushs sur toutes les femmes des films des années 90-2000 aussi. Oui, je suis qu'un homme, et j'ai des fêlures. Merde. Mais il reste encore 2 personnes à recruter, dont tout ce beau monde se dirige vers la maison du premier luron, à bord d'un véhicule méga putain de stylé. Mais regardez-moi ces courbes, ces cylindrés, ce charisme, ce... Pardon. Tout le groupe se dirige vers le prochain gentleman, Dorian Gray, personnage d'Oscar Wilde,
qui ne fait pas partie de la Ligue originale. C'est donc un personnage en plus. Alors pourquoi lui plus qu'un autre, je ne sais pas. Mais tout ce beau monde se retrouve dans une immense bibliothèque. Subtil. Blablabla ça fait connaissance, blablabla ça se chambre. On apprend que Dorian et Alan se connaissent depuis très longtemps. Mais attention, ils se font tous surprendre par les troupes du fantôme qui a pu les retrouver. Croyez-vous que nous vous aiderons à déclencher une guerre qui embrasera le monde? Pour que vos armes vous rapportent beaucoup d'argent. Le premier combat s'engage et honnêtement, ça passe. C'est plutôt bien rythmé, ça reste visible, chaque personnage a son petit moment de gloire, c'est pas la folie, mais ça passe, on a vu bien pire. Et il y a de temps en temps des punchlines un peu marrantes. Je dis bien un peu. De quoi êtes-vous fait? Je suis un homme compliqué. Le fantôme s'échappe, vous verrez que c'est vraiment son seul move pendant tout le film, et là, 3 choses à dire. La première, un espion des États-Unis a infiltré le gang du fantôme. Il s'agit de Tom Sawyer. Tom Sawyer? Tom Sawyer. C'est l'Amérique? Le symbole de la liberté. Ensuite, Mina se révèle être une vampire. Une vampire? Un vampire. C'est l'Amérique? Ah bah non, ça marche pas là. Et pour finir, pendant la bataille, une réplique m'a perturbé. Filez, James! James? Pourquoi James, il est débile? Pourquoi il appelle son boss par son prénom alors qu'il essaie de cacher son identité? Il est complètement con! Mais c'est vrai ça? Pourquoi t'as dit ça? Je pensais qu'on était proches. Mais non, on n'est pas proche, espèce d'abruti! Tu crois que c'est comme ça qu'on conquiert le monde? Enfin, oublions ça et concentrons-nous sur la suite. Après que Mina ait enchaîné les références littéraires pour raconter ses origines, la Ligue doit recruter son dernier membre à Paris. Mais le temps presse, donc il faut vite voyager. Nemo propose ainsi une solution avec... oui. Rendez-vous à Paris pour choper Mr. Hyde, que je préfère ici plutôt que celui dans Van Helsing, parce qu'il est fait en effet pratique. Et évidemment, Alan et Tom ont une relation mentor-élève qui naît entre eux. Comme par hasard. Je pense que le tableau des clichés a été rempli dès la 5e minute de ce film. Et je pense que les lecteurs du comics original doivent enchaîner les AVC tellement ce film s'en éloigne. Jekyll et Hyde acceptent de rejoindre la Ligue. Et maintenant, direction Venise, où le fantôme menace de faire sauter la ville, où se tient une réunion secrète avec tous les dirigeants de l'Europe. Rien que ça. Le voyage permet au film de se poser un peu et de constater que ce film a été écrit avec les pieds, tellement les répliques sont aléatoires. Parfois c'est cool. C'est pour cela que maintenant vous êtes prêts à prendre tous les risques. Eh oui, les vieux tigres sentant la fin venir sont les plus féroces. Parfois c'est risible. Vous n'êtes pas avare de conseils pour quelqu'un au passé fichtrement trouble. Et parfois c'est juste étrange. Skinner, je ne veux pas vous voir à poil, compris? Mais qu'est-ce qu'il foutait là, Skinner? J'ai pas envie de savoir en fait. Cette séquence explore les relations et le passé des personnages. Et le souci, c'est que les bonnes idées ne sont jamais exploitées ou expliquées, et sont attrapées par des vieux clichés qui peuvent rebuter. Ça entraîne également un certain déséquilibre. On a encore un peu de mal à se prendre d'empathie pour eux, et à voir leur alchimie. Enfin, les 3/4 ont tous un point commun, soit ce sont des misogynes, soit ils ont tous envie de prendre le cul de Mina. Et le seul qui arrive vraiment, c'est Dorian, qui la drague comme un sagouin. Une gorgée, Mina? Je bois rarement, merci. Léa Salamé va lui péter la gueule. C'est à ce moment que le film se dit qu'il devrait arrêter de plagier La Croisière s'amuse pour retrouver un peu de tension. Quelqu'un semble mijoter un complot, en prenant des photos de la technologie de Nemo et en volant la potion de Jekyll. Le suspect, Skinner. Ce qui pourrait expliquer cette scène bizarre, mais aussi que personne n'a vu. Logique. Mais pas le temps de chercher que le bateau arrive discrètement à Venise. La Ligue doit désamorcer les bombes pour éviter que la ville s'effondre. Mais ils arrivent trop tard. Et là, je dois avouer que j'ai pas compris ce qu'ils devaient faire pour arrêter le processus. Bah c'est simple. Donc en faisant exploser la bombe juste ici, ça permettra de stopper la réaction en chaîne. C'est plus clair avec ce schéma, non? Mais c'est pas un schéma, c'est un sphinx d'Égypte. Oui, mais il est magnifique. Donc, Tom, Alan et Mina prennent la voiture et se dirigent vers le bâtiment témoin. Les hommes du fantôme tentent de les stopper, mais pour les arrêter, Mina se transforme en Super Saiyan vampire avec des effets... Non, c'est dégueulasse, faut être honnête. Alan aperçoit le fantôme qui est... en train de se garer. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bordel, mais c'est le manque absolu de charisme, le personnage. Et en plus, il continue à fuir. Mais t'es nul, James! Nul! Nul! Alan le poursuit pendant que Tom parvient à stopper les explosions. Mais là, le plot twist du film. Le fantôme, c'est M. Mais je tombe des nues! Et encore une autre révélation. Le traître, c'était Dorian. Mais personne ne s'y attendait! Arrête, c'est insupportable. Ils reçoivent un vinyle où M explique son plan que je vais vous résumer en 4 mots. C'est de la merde. Je suis désolé, mais ça n'a strictement aucun sens. Le but de M, pour grossir le trait, c'est de voler le pouvoir de ses héros et créer une armée pour déclencher une guerre. Et il décide de manipuler tout le monde pour arriver à ses fins. Sauf que la façon dont se déroule le film jusqu'ici, ça n'a ni queue ni tête.
Il les rassemble, il les attaque, il fuit, il fait exploser des bombes à Venise. D'ailleurs, on ne voit jamais cette fameuse réunion. Il fuit encore, et il demande à Dorian de voler les éléments des héros et ensuite fait exploser le bateau. Ça aurait pas été plus simple de, je sais pas, demander à Skinner? Il est invisible! Mais c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt, espèce d'abruti? Mais réfléchis un petit peu, espèce de con! Moi, le Napoléon du crime! Putain, je préfère retomber dans le jeu du ration bar plutôt que de continuer comme ça! Alors je crois qu'on dit ration bar. Mais ta gueule! Putain, espèce de con! Après, je crois que t'as raison. Merci. Sachant que ce méchant avait l'appât parfait pour demander à Skinner de faire ça, avec la promesse d'une potion lui permettant de redevenir normal. Et entre Quatermain qui n'a pas de pouvoir à proprement parler, Dorian qui, à part trahir le groupe, n'a rien à foutre là, c'est débile de A à Z. Je n'ai jamais vu un méchant aussi nul de ma vie. Et vous voulez rire? Ce méchant là, qu'un soldat a appelé James, c'est James Moriarty! La némésis de Sherlock Holmes, le Napoléon du crime, un être de génie malfaisant qui a marqué les lecteurs alors qu'il n'apparaît que dans 2 des nouvelles de Conan Doyle. Et dans ce film, on a ce mec qui n'est pas capable de faire un plan de méchant cohérent et qui n'est pas foutu de faire des bons choix de carrière entre Mission Impossible 2 et Van Helsing. Vous vous foutez de la gueule de qui, bordel de merde? Non mais arrête, tu vas transformer en Durandal. Et pour conclure ce passage affreux, Dorian te sort une des pires punchlines que j'ai jamais entendues de ma vie. Bon voyage. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que je trouve ça trop cool. Bref, on va accélérer, sinon je vais faire un infarctus. Le bateau explose, mais Hyde parvient à rétablir la situation. Donc l'équipe commence à s'apprécier, à se souder après cette dure épreuve. Il voyage jusqu'au repère de M qui ressemble à un repère de méchant typique. C'est pas le Puy du Fou ça? Bah ça y ressemble hein. Ah oui c'est ça, ouais. Skinner revient avec une réplique bien beauf. La main me démangeait depuis une semaine. Et parle de ses découvertes par rapport au projet de Moriarty. Et ce passage en 3D immonde va permettre de vous dire que le film, au-delà des coupes drastiques de budget, a dû changer de boîte supervisant les faits FX en plein milieu de la production, car les producteurs n'étaient pas satisfaits. Évidemment, ce qui a rendu le processus encore plus compliqué, et ça donne un film ultra inégal concernant les VFX. Tu vois? C'est pour ça que les VFX sont nazes. Mais putain, mais c'est le 8ème cette semaine. On a encore combien en stock? 2. Mais il y a le mec qui a fait Donjons et Dragons. Ah! Non, celui de 2000. Ah merde. Après une accolade bien forcée et un peu cringe, la Ligue se sépare. Nemo et Hyde s'occupent des otages, Mina se charge de Dorian qui discute avec Moriarty. Vous oubliez une chose. J'ai vu votre portrait. Mais putain les gars, vous avez fait une faute d'orthographe sur finesse. Tom et Alan se dirigent vers Moriarty, et Skinner dépose les bombes dans la raffinerie. Mais apparemment dans ce film, les personnages ne savent pas achever des gens. Dorian n'est pas capable de tuer le second de Nemo en un seul coup, et Nemo n'est pas capable de mettre KO un soldat en un seul coup, qui se relève et sonne l'alerte. La bataille finale s'engage. Sortez les popcorn parce que là, on va avoir du lourd. Fais péter, je suis prêt. Et encore une fois, faut être un peu honnête, les scènes d'action sont relativement bonnes. C'est un peu surcuté, mais ça va, on comprend un minima ce qu'il se passe. Le combat entre Dorian et Mina est intense, Nemo et Hyde s'en sortent bien, et pendant la course-poursuite avec Moriarty, un nouvel homme invisible fait son apparition, et Tom essaie de s'en dépêtrer. Soyons honnêtes, c'est plutôt cool. Franchement non. Je dois admettre qu'à partir de là, oui, au bout d'1h20, je me suis laissé porter par le film, et j'ai vraiment été diverti. Enfin, si on enlève juste la scène où Moriarty se refait une petite beauté, et son acolyte qui surjoue la folie, et qui l'appelle encore par son prénom. James, arrête de m'appeler James, on n'est pas potes. T'es juste un sous-fifre. Et notre soirée raclette à Courchevel. Et surtout... Oh non. Oh non, 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 non. On est en train de le perdre. Mettez 2 grammes de corticoïdes et de cortisone. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Allez monsieur, restez avec nous. Ouais, tu peux venir, j'ai perdu un caméraman. Je sais même pas comment qualifier cette immondice, donc on va voir ce qui se passe chez les autres. Mina parvient à se défaire de Dorian en lui refaisant le portrait, ce qui provoque un effet de mort à la momie façon Wish. Tom se fait capturer par le deuxième homme invisible, tandis qu'Alan confond Moriarty dans un duel, encore une fois très cliché, car il se balance des répliques qui n'ont aucun sens. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Arrêtez de jouer les philosophes et tapez-vous dessus. Duel à mort, mais il vous faudra Hyde pour m'abattre. Il a amené son propre combat. Chia chia chia. Bonsoir et bienvenue dans Rap Caucasien, le rap 100% plaisir au bon goût de vanille. Ce soir, 2 concurrents et pas des moindres. À ma gauche, ma mère a tellement de désir pour lui, il faut que tu lui donnes ton numéro dans l'immédiat. C'est MC Quatermain. À ma
What? Son pénis ressemble à la Thaïlande. Et on a le goût. C'est Moriarty. Ok, yeah, tu es la mort. Il me faudra hâte pour m'abattre. Oh yo, il a mené son propre combat. Oh, méchant. Ah là, j'espère avoir votre force à votre âge. Oh. Ok. Vous allez pas voir le soleil se lever. Espèce de minable. Oh boy. C'est pas ouf, non, c'est un peu de la merde ce que vous dites en fait. Mais ça c'est écrit dans le texte. Bah ouais, apparemment, c'est pas ouf. Ok. Petit café? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Le combat s'engage et après un montage alterné plutôt correct, le bâtiment explose. Bilan des courses. Skinner est brûlé, Dorian est mort et Mina reste là, en tout cas on la voit pas après. Nemo et Jekyll ont survécu et Moriarty sort une dernière tirade tragique pour détourner l'attention d'Alan avec Tom à 2 doigts de se faire tuer. Alan se prend un coup de couteau et Moriarty en profite pour s'échapper. Encore. Ce qui permet à Tom de briller une dernière fois. Je suis désolé, mais je trouve ça un peu cool. T'as surtout de la merde dans les yeux. Alors toi, tu m'avais pas manqué. Alors que tout rentre dans l'ordre, Alan succombe à ses blessures. Les survivants de la Ligue lui rendent un dernier hommage au Kenya, avant de s'allier ensemble et de voguer vers de nouvelles aventures. Mais le chaman entreprend une prière. Le ciel gronde, le sol tremble. Est-ce que Alan va revenir d'entre les morts? Et... fin. Ce film est binaire. C'est difficile à expliquer, mais j'aime toujours autant. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais ma nostalgie et mes goûts bizarres influent énormément sur mon appréciation de ce film, à la qualité et aux intentions discutables, pour être poli. Mais ce que je peux te dire, c'est que le meilleur frôle le pire. Ou plutôt le pire est rattrapé par des choses qui rendent le film un peu cool. Par exemple, les acteurs jouent mal, mais la VF rattrape ça. Oui, les effets spéciaux sont pourris, mais c'est rattrapé par des idées de design et de décor studio qui ont de la gueule. Enfin pas tous. Oui, l'histoire ne suit absolument pas celle du comics, mais les personnages sont suffisamment intéressants, avec des idées qui, même si elles ne sont pas super bien exploitées, sont présentes. C'est un film d'aventure grisant, qui apporte une porte au public vers le comics. Et honnêtement, je n'aurais jamais découvert l'œuvre originale sans le film. Parce que oui, c'est une extrême mauvaise adaptation, ça on est d'accord. Mais c'est pas un si mauvais film que ça. Comme moi, je pense que beaucoup de gens n'avaient pas lu le comics à l'époque, et ont donc découvert le film sans aucun background. Ce qui doit expliquer son succès au box-office. Avec un budget de 78 millions de $, il en a rapporté 170, ce qui est honorable. Bon, après il s'est fait éclater par d'autres films d'aventure sortis la même époque, qui sont un poil meilleurs. Genre, je sais pas moi, Pirates des Caraïbes. Pris comme ça, le film est fouillis. C'est pas toujours bien écrit, il y a des décisions débiles des producteurs comme rajouter Dorian et Tom Sawyer pour faire plaisir au marché américain, mais c'est tellement généreux et entraînant qu'on se laisse facilement emporter. Ça transpire l'esprit des films des années 2000, qui à la fois se prennent trop au sérieux et gardent un côté décomplexé. J'aime ces acteurs qui cabotinent mais qui essaient d'y croire. J'aime ces imperfections de scénario qui rendent le tout loufoque. J'aime... Bon, à part Skinner, je peux pas dire que j'aime les VFX. Mais j'adore le design des véhicules et les costumes. Donc ouais, en fait, ce que je dis, c'est complètement la définition d'un nanar. Et beaucoup le considèrent comme tel. Et j'aurais pu être d'accord. Mais j'aime ce film premier degré. Et j'ai toujours les mêmes sensations que quand je l'ai vu enfant. Bonjour et bienvenue dans Des films et des pellicules, votre émission cinéma. Au programme de cette formidable soirée, nous recevons Monsieur Norrington. Monsieur Norrington, bonsoir. Bonsoir à tous. On est ravis d'être avec vous, et ça fait même un petit moment qu'on ne vous avait pas vu sur une émission cinéma. Non, mais ça fait plaisir d'avoir pensé à moi, parce que ça va me permettre d'extérioriser tout ce qui s'est passé, et de revenir un petit peu sur ce que j'ai fait. Oui, mais bien sûr. C'est sympa, merci. Bien sûr. Et donc la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oh non, pas ça. Oh, si. C'était pas bien. Hein. Non, mais c'est pas ma faute, c'était les producteurs, ils étaient pas cool, et moi j'essaie de faire un film sympa, quoi. Enfin, bien sûr. J'ai fait ce que j'ai pu. Bien sûr, Monsieur Norrington, et personne ne vous en veut pour ça. À part l'intégralité d'Hollywood. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'un téléspectateur a voulu vous envoyer un petit message. Ah bon? Que je m'apprête à lire sur ce prompteur et qui dit « J'ai aimé la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. » Attendez, quoi, c'est vrai? Non mais c'est un vrai message là? Oh putain, merci! Merci à tous! Vous m'aimez! T'es tellement pas objectif. Ah, mais merci de dire ça, parce que j'en peux plus des gens qui disent ça. L'objectivité au cinéma n'existe pas. Ça fait l'objet de nombreux débats et de sujets de dissertation, et je vais pas répondre à cette fameuse question « L'art est-il objectif ?» dans une vidéo de 30 minutes où je parle de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ce serait un comble. À mes yeux, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, vu que la subjectivité est, comme elle indique, quelque chose qui est propre à une personne et à une conscience. Comme l'art suscite des émotions qui nous sont propres, reliées à des expériences personnelles, à une dimension sociale et politique, impossible d'avoir un avis objectif tranché sur une œuvre. Il est cependant possible d'apporter un argumentaire qui se base sur des critères objectifs dans la manière d'écrire une critique. Mais là encore, ces critères
sont-ils choisis de manière objective? Si on veut vulgariser, objectif, ça veut dire neutre. Mais qui décide de ces critères? Et comment les définir comme neutres, sachant que les pensées évoluent au fil du temps? Donc quand on voit les gens dans les commentaires des vidéos YouTube disant que machin ou machine n'est pas objective, justement c'est le but. Je veux l'avis de la personne, ce qu'elle a ressenti devant, et qu'elle m'explique pourquoi elle a aimé ou pas aimé. Ensuite, je pourrais émettre un avis sur son opinion que s'il est bien argumenté, bien expliqué, et pas juste gratuit, infondé ou opportuniste. Car dire « ça c'est nul parce que j'aime pas », ça ne marche pas. Pour revenir au film, évidemment que je suis subjectif quand je dis que je l'aime. Parce que si j'entreprends une analyse dite objective, bien sûr que je verrai tous les défauts du film. Entre les erreurs de placement de caméra, le jeu d'acteur moisi, les problèmes scénaristiques, la gestion catastrophique des VFX, ça fait beaucoup d'erreurs pour un film que tu aimes. Ouais, mais je sais pas, il y a un brin de folie dans ce film qui me fait l'aimer. Et toutes ces erreurs, ça m'empêche pas de l'apprécier. Et dire qu'on aime un film, ça veut pas forcément dire qu'il est bien. C'est pas une vérité générale. Vous savez, à chaque fin de vidéo, je dis tout le temps « aimez les films que vous aimez ». Oui, c'est pas de moi, et peut-être que grammaticalement parlant, ça ne veut rien dire. Mais cette phrase fait écho en moi. Comme je l'ai dit, l'art est subjectif. Les gens vont adorer tel ou tel film pour des raisons louables et entendables, sur la technique ou sur le fond. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais aimer ou pas. Et surtout, ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon film ou un mauvais film. Il y a des œuvres qui me touchent plus que d'autres, qui résonnent en moi pour des raisons qui me sont propres. Une œuvre peut être maîtrisée à la perfection, mais ça ne va pas me toucher. Alors qu'une œuvre imparfaite va résonner pour des raisons personnelles. Et j'ai envie de mettre ces films en avant, de partager et de comprendre pourquoi ces œuvres ont eu un impact sur moi. Parce que j'estime que dans toute œuvre, dans son processus de création, il y a quelqu'un qui a voulu partager quelque chose d'artistique, et c'est sans doute grâce à cette personne que je peux aimer une œuvre décriée ou oubliée. Il y a de la cinéphilie dans tous les films, et c'est important de mettre ça en avant, parce que La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est un film malade, qui porte le stigmate d'une œuvre qui n'a été vue que comme un produit marketing. Charcutée et sacrifiée, elle aurait pu être le début d'une franchise. On pourrait blâmer quasiment tout le monde dans le processus, mais à quoi bon? Moi, ce que je retiens, c'est juste un film qui m'a fait vibrer quand j'étais petit, et qui me donne toujours autant de plaisir aujourd'hui, peu importe sa qualité. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Alors je sais évidemment que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Je cherche pas à vous convaincre que La Ligue des Gentlemen Extraordinaires est sous-estimée ou incompris. Non, c'est juste que moi je kiffe le film, que je voulais vous en parler, et je pense qu'on est quelques-uns à l'apprécier. On n'est pas beaucoup, mais on est là, et que c'est important parfois de parler de ces films décriés mais qu'on aime quand même. Un petit peu comme Van Helsing. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus si ça vous intéresse. Merci à tous, j'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour le soutien et aussi à mettre un petit commentaire pour qu'on puisse discuter. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez, même s'ils sont pourris. Ciao!